Le livre d'Ibn Khaldoun, suite. Puis, lorsque El-Mamoun, fils d'Ar-Rachid, monta au califat, il compléta ce que son aïeul avait commencé, et sa haute sollicitude fit sortir la science de ses mines. Il envoya des ambassadeurs auprès des rois grecs et leur fit demander les livres des philosophes. Ils lui envoyèrent les livres de Platon, d'Aristote, d'Hippocrate, de Galien, d'Euclide, de Ptolémée et d'autres. Il confia ces livres à l'habileté des savants qui les traduisirent avec un très grand soin. Ensuite, il obligea les Arabes à les lire et les excita à les apprendre. En interdisant ces livres au commencement de l'islam, on avait l'intention de fixer les règles de la loi divine et de faire prendre racine aux vrais articles de la foi. Les livres grecs furent donc introduits, quoiqu'en général la philosophie, l'astronomie et la géométrie ne se rattachent pas aux observances de la religion. Lorsque les sciences des nations furent transmises par la traduction et que les musulmans se trouvèrent en possession de ces connaissances, ils les ajoutèrent aux leurs, et ces livres qui dans la langue étrangère étaient oubliés restèrent chez eux. Toutes les sciences se trouvèrent ainsi dans la langue arabe. Ceux qui s'en occupèrent furent obligés de connaître, outre les autres langues, les significations des mots et les lettres écrites dans leur propre langue, parce que ces significations s'étaient effacées et l'usage en était perdu. Chapitre 2 des divers peuples. Les hommes se divisent en deux classes, ceux qui se sont adonnés aux sciences et qui ont brillé par la variété de leurs connaissances, ce sont les créatures élues de Dieu, et ceux qui y ont donné un soin qui ne mérite pas qu'on en parle. Les premiers sont les Indiens, les Perses, les Grecs, les Romains, les Francs, les Arabes, les Hébreux, les Égyptiens. Les seconds forment le restant des autres peuples. Les Indiens. Quoique les peuples de l'Inde appartiennent au premier degré de la race nègre, Dieu les a soustraits à la mauvaise nature des Noirs et les a mis au-dessus de beaucoup de Blancs. Ce sont des âmes à vue supérieure et d'un jugement grave. Ils possèdent la certitude dans la science des nombres, de la géométrie, de la médecine, de l'astronomie et de la physique. Parmi eux se trouvent les brahmanes, petite fraction dont la croyance n'admet pas la prophétie et qui interdit de tuer des animaux et de s'en nourrir. Ceci explique la faiblesse de leur constitution et de leur vitalité, car la vigueur tient au tempérament et la préparation d'aliments divers doit être regardée comme une chose bonne plutôt que mauvaise. La plus grande partie des Indiens sont sabéens. Ils adorent les anges et les étoiles. Ils n'admettent pas non plus la prophétie. Ils honorent les astres et leurs évolutions sur lesquelles ils ont des opinions particulières. Leurs livres célèbres sont le traité d'Esen-Handai Dar ed-Dahir, le traité d'Al-Arjahir et le traité d'El-Arkand. On y en note. M. Reynaud, dans son mémoire sur l'Inde, a parlé de ces trois ouvrages astronomiques d'après plusieurs écrivains arabes, entre autres l'auteur du Tariq el-Hukma, qui réduit à trois les méthodes indiennes arrivées à la connaissance des musulmans. Premièrement, le Sindh-Hind, altération du sanskrit Siddhanta ou la voie droite d'après Colebrook. Méthode relative au mouvement des astres et aux équations calculées au moyen de sinus de quart en quart de degré. Ce traité fut traduit en arabe par Muhammad al-Fazari d'après les ordres du calife al-Mansour en 773 de Jésus-Christ. Deuxièmement, l'Aryabhata ou Aryabhasa, il faut voir ici l'Arjir d'Abdelkader. Troisièmement, l'Arkand, rattaché par Colebrook au terme sanskrit Arka, soleil. Suivant El-Biruni, c'est une altération du sanskrit Ahargana ou la somme des jours. Fin de note. Ils ont sur le calcul, la nature, la musique de nombreux ouvrages. Parmi les livres des philosophes indiens se trouvent Kalila et Dhimma, qui contient des préceptes en forme d'apologue et atteste la perfection d'esprit de son auteur. On y en note. Voir pour tout ce qui concerne le livre de Kalila et Dhimma, le mémoire historique de M. de Sacy.
Fin de note. Ce livre fut traduit de l'indien en persan du temps de l'Anushirwan, le roi juste qui aimait la science et les savants. Du persan, il fut traduit en arabe au temps du calife abbasside al-Mansour par Ibn al-Mokaffa, savant renommé. On lit en note. Abdallah, fils d'al-Mokaffa, traducteur du livre de Khalila et d'Imma, né dans la province de Perse et dans la religion des mages, dont il fit longtemps profession, était attaché au service d'Issa ben Ali, oncle paternel des deux califes de la maison d'Abbas, Safa et Mansour. Ce fut entre leurs mains qu'il embrassa l'islam. Sous le calife el-Mansour, il fut victime d'une vengeance politique. Coupé en morceaux, il fut jeté dans un four. C'était un homme très instruit, mais son esprit satirique lui avait fait beaucoup d'ennemis. Fin de note. Il suffirait aux Indiens pour titre de gloire d'avoir inventé le jeu d'échecs, qui a marché dans le monde comme le soleil. Les hommes rendent hommage à l'esprit de ceux qui le jouent bien. Que dirait-il de l'esprit de l'inventeur? Le nom de ce dernier est Sasa, fils de Dahir, et le roi pour lequel il l'inventa est Shahram. On lit en note, dans un extrait du Shahnameh que M. Reynaud a traduit, il est question de l'origine du jeu d'échecs. Voici comment l'explique El-Firdoussi. Deux frères se disputaient le trône de l'Inde. Dans un combat, l'un des deux frères étant mort, leur mère en eut un violent chagrin. Elle désira savoir la manière dont son fils était mort sur son éléphant. Deux hommes habiles construisirent une table carrée sur laquelle ils figurèrent le champ de bataille et les deux armées. Ils ménagèrent sur la table 100 cases, au milieu desquelles on pouvait faire défiler les guerriers et les deux monarques. Les guerriers furent représentés en bois de teck et en ivoire. Les deux rois portaient la couronne sur leur tête et présentaient un aspect imposant. Les fantassins et les cavaliers étaient placés sur deux rangs occupés à se combattre. Un bras se détachait du milieu des chevaux, des éléphants et des deux ministres royaux pour lancer son cheval sur l'armée ennemie. Tous les personnages offraient un aspect guerrier, l'un se mouvait avec rapidité, l'autre procédait avec lenteur. La reine contemplait ce jeu, le cœur triste de la mort de son fils. Nuit et jour, elle faisait tenir devant elle un jeu d'échecs et y avait les yeux fixés. D'après M. Reynaud, c'est Ibn Khallikan qui attribue à Sissa, fils de Daher, l'invention du jeu d'échecs. C'est à Ibn Khallikan que Abdelkader aura emprunté les renseignements qu'il donne. Le jeu d'échecs est appelé en sanskrit Chaturanga ou les quatre angas ou corps d'armée, éléphants, cavaliers, chars et fantassins. Monsieur de Tassy pense qu'on lui a donné ce nom parce que l'échiquier indien se compose de 4 carrés jaunes, noirs, verts et rouges. Les Persans ont fait du mot sanskrit shatranj. Des étymologistes persans l'appellent sadranj, c'est-à-dire les 100 peines ou soucis en jouant sur le mot, et sharanj, les royales peines. Les auteurs persans sont d'accord avec Ibn Khallikan en attribuant comme lui à l'Indien Zézé, fils de Dahir, l'invention du jeu d'échecs. Zézé représente ici Sassa ou Sissa d'Abdelkader. M. Blant, dans une notice sur 5 manuscrits persans ou arabes, a soutenu que c'est aux Persans qu'il faut attribuer l'invention du jeu d'échecs. Fin de note. Note suivante. Ce roi indien pour lequel le jeu d'échecs aurait été inventé nous est inconnu. Shahram est, comme on le voit, un mot persan et non indien. On ne peut citer en général les témoignages des Arabes et des Persans en ce qui concerne l'Inde que comme de simples traditions et non comme des faits d'une exactitude toujours rigoureuse. Fin de note.